Superbe première ligne de Leclerc, en deuxième position, Hamilton quatrième. Et il fallait ce moment pour Ferrari afin de revenir devant et redevenir la deuxième force. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'était aussi l'objectif de Ferrari ici en Autriche, après avoir apporté la mise à jour du fond plat. Nous devions voir une amélioration. Et il y a eu une amélioration dans la maniabilité de la voiture. Et cela se voit surtout en qualification, lorsque la voiture a beaucoup d'adhérence. Et nous l'avons vu justement lors de ces qualifications en Autriche. Nous allons analyser cela en détail très bientôt, évidemment. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner, de laisser un like et de me soutenir dans les vidéos que je fais ici sur la chaîne. Je compte sur vous. Laissez un commentaire avec votre avis sur ce que vous pensez de ces qualifications. Cela dit, allons analyser tous les détails. Je veux analyser 3 choses très importantes. Premièrement, nous allons voir la différence dans les différents secteurs entre les différents pilotes. Deuxièmement, nous allons analyser le Tour de Norris, où il fait la différence face à Ferrari. Troisièmement, nous allons regarder le long run de Verstappen réalisé lors des essais libres. 3 à ne pas sous-estimer. Et en plus, nous allons examiner toutes les données, y compris celles des qualifications. Cela dit, allons tout de suite voir le classement, que nous allons regarder ensemble, avec la pole de Lando Norris. Les gars, ce week-end ici en Autriche, nous voyons Norris incontesté. Que ce soit par ses adversaires ou par son coéquipier Piastri, que l'on retrouve en 3e position. Un Norris incroyable, je dois le dire, et un Norris qui fait vraiment la différence par rapport à tous les autres. Il a mis 5 dixièmes à Leclerc, 2e, 5 dixièmes à Piastri, 3e, bref une demi-seconde à tous les autres. Un circuit comme l'Autriche où on tourne un peu au-dessus de la minute. Eh bien, c'est quelque chose d'incroyable. Grand Norris, il faut lui rendre hommage quand il fait, disons qu'il y a de belles séances. Nous l'avons fortement critiqué quand il s'est trompé au Canada. L'attaque sur Piastri, nous l'avons critiqué durement lors de plusieurs séances cette année. Pensons aussi à l'accident à Jeddah, par exemple. Eh bien, dans ce cas, il faut rendre hommage à Norris d'avoir répondu présent sur un circuit qu'il aime beaucoup, en décrochant une belle pole position. Et nous allons voir cela ensemble très bientôt, car Norris a fait la pole, principalement dans le 2e et le 3e secteur, où la McLaren était vraiment sur des rails. Comme réglage de la voiture, comme maniabilité parfaite. Et je veux aussi vous montrer une différence de pilotage entre Norris et Leclerc, justement dans leur style propre. Donc grand Norris qui a réussi à garder son calme et à faire un bon tour, sans faire d'erreur et sans subir la pression qu'il a pourtant toujours subie cette saison. Et pourtant, nous devons aussi reprendre le classement et dire excellent. Ferrari, 2e Leclerc, 4e Hamilton. Les 2 Ferrari étaient là devant. Nous avons vu Hamilton, qui hier a utilisé un aileron un peu plus chargé, et Leclerc, au contraire, un aileron un peu plus déchargé. Aujourd'hui, par contre, Hamilton a suivi la voie de Leclerc. Il a monté le même haut aileron avant, un peu plus déchargé. Et cela a permis à Ferrari d'aller un peu plus vite dans le premier secteur, sur les différentes lignes droites de Spielberg, et on a toujours un léger sous-virage chronique sur la Ferrari. Mais malgré tout, elle s'est améliorée aussi au niveau de l'appui dans le 2e et le 3e secteur, grâce au nouveau fond. Il y a encore quelques problèmes de maniabilité que nous allons voir aussi après. Avec l'onboard de McLaren en faisant des comparaisons, cependant, l'objectif de Ferrari était d'être la 2e force et de l'être aussi en qualification. C'était encore plus difficile parce que nous savons que Ferrari est plus forte en course qu'en qualification. C'est quelque chose que nous avons vu l'année dernière, nous l'avons vu aussi cette année, et cela continue d'être le cas pendant cette saison. Et donc, être 2e et 4e en Autriche avant le départ, c'est bien, parce qu'en course, on peut viser tranquillement le podium. La victoire, évidemment, est vraiment difficile, en voyant une McLaren qui ne surchauffe pas les pneus et ne les dégrade même pas. Mais disons que Ferrari a le rythme de course pour garder le podium et donc se placer devant Verstappen et les Mercedes. C'est l'objectif de Ferrari et elle a toutes les cartes en main pour y parvenir, ayant réalisé une excellente séance de qualification. Cela dit, nous voyons aussi Russell 5e, Lawson 6e, la vraie déception, si l'on veut, c'est Verstappen 7e et au contraire, la vraie surprise est 8e. Bortoleto, avec son coéquipier Hülkenberg 20e, Bortoleto a réalisé une qualification incroyable en atteignant la Q3. Donc nous devons rendre hommage au pilote brésilien car il a réalisé en effet une séance incroyable. Je vais aussi reprendre le graphique qu'on nous montre. Bortoleto 8e et par contre Hülkenberg 19e, mais ensuite rétrogradé à la 20e position. Et je veux aussi montrer Lawson, qui s'est quand même placé en 6e position devant Max, donc très bonne qualification aussi pour Lawson, et aussi devant Ajar. Il faut dire que Verstappen, comme nous l'avons vu, a eu un problème, il a dû ralentir et n'a donc pas pu faire sa dernière tentative.
Et c'est pour cela que Verstappen est relégué en septième position, mais cela n'est pas bon pour la course de demain. Pour Verstappen, c'est un point négatif de partir septième. Évidemment, il va nous divertir en faisant une belle remontée. Nous avons aussi vu un excellent rythme de course de Verstappen, ce qui est un peu, si l'on veut, inquiétant pour ses adversaires. C'est le rythme de course montré par Verstappen lors de la essai libre, 3 avec des pneus durs, alors que tout le monde préparait les qualifications. Lui, lorsqu'il a fait le tour avec les pneus durs, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs tours avec les durs en préparant le rythme de course, et il a tourné en 9,8, 9,7, 9,4, 9,1, 9,1, 9,2, 9,2, 9,4 et 9,2 et les temps. Ce sont des temps. On a vu vendredi la Ferrari tourner sur ces temps-là, aussi bien avec Leclerc qu'avec Hamilton lors des essais libres, 2, et on a aussi vu la Mercedes tourner avec les médiums. Avec ces temps-là, Verstappen les a atteints lors des essais libres, 3 avec Gomard. Donc attention, c'est un premier signal d'alarme pour la course de demain, parce que Verstappen va remonter, il aura un bon rythme de course, mais attention aussi au fait qu'il est à la limite avec son permis. Verstappen, en ce qui concerne les points, il lui suffit d'un point de pénalité et il risque de manquer Silverstone. Et c'est une chose à prendre en compte, parce que Verstappen en Autriche, on s'en souvient, a eu plusieurs duels, aussi bien avec Norris qu'avec Leclerc. Eh bien, il n'est pas très gentil avec ses adversaires, sur aucune piste. Verstappen n'est pas gentil et il ne laisse passer personne. Mais, en particulier en Autriche, il y va franchement, voilà. Et donc, il pourrait y avoir ce risque, en partant septième, de recevoir un point de pénalité et donc de risquer de manquer Silverstone. Donc, il sera important de voir si Verstappen demain aura suffisamment mûri pour ne pas prendre autant de risques et recevoir ce point de pénalité. Ou bien s'il sera le Max habituel qui en fait trop, qui exagère un peu, et donc risque peut-être de prendre ce point de pénalité et de manquer Silverstone. Nous verrons, c'est un sujet très important. Cela dit, revenons un instant sur McLaren, puis nous reparlerons de Ferrari. Norris en première position, Piastri troisième, et c'est important aussi pour le championnat des pilotes, car nous allons revoir le classement. Avec Piastri en première position avec 198 points, Norris deuxième avec 176, Max troisième avec 155 points. Donc la distance qu'il y a entre Verstappen et Norris actuellement est moindre que celle qu'il y a entre Norris et Piastri. Piastri, cette course est très importante pour Norris, on le répète plusieurs fois, on l'a aussi dit avant le Grand Prix, parce que Norris doit essayer de se rapprocher de Piastri pour garder ce championnat du monde vivant. Et à ce jour, en regardant aussi le classement des qualifications, eh bien, on voit quand même une Formule 1 toujours très disputée. Norris a fait la différence sur ce circuit parce qu'il l'aime beaucoup, et on l'a dit, on va aussi regarder bientôt l'on-board. Mais regardez aussi tous les autres écarts. Leclerc à 0,521, Piastri à 0,583, qui lui aussi pouvait faire mieux lors de sa dernière tentative en Q3, Hamilton à 0,611 Russell, à 0,792. De Leclerc à Verstappen. Donc, du deuxième au septième, ils sont à moins de 5 dixièmes d'écart, puisque c'est 0,521 et 0,958. Donc vraiment des écarts minimes. C'est une Formule 1 très serrée en qualification, vraiment très amusante de mon point de vue. Maintenant, allons d'abord voir dans les différents secteurs où il fait la différence, puis nous irons voir le tour embarqué de Norris, qui est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, dans le premier secteur, on voit que Norris fait la différence par rapport à tous les autres, avec un 16,2. C'est un secteur très court, car on part depuis la ligne droite de départ. Regardez la carte en bas, sous ma caméra à droite. On part d'ici et on arrive avant le virage 3. Dans le premier secteur, donc en gros, on fait un virage qui est le virage 1 et le virage 2, qui n'est pratiquement pas un virage. Dans un virage, Norris prend 50 millièmes, c'est-à-dire qu'il met 50 millièmes à Leclerc, il met 20 millièmes à son coéquipier, mais surtout face à Verstappen, il lui met 1 dixième. 1 dixième dans un virage, sur un circuit comme l'Autriche, est-ce vraiment quelque chose qui change la donne? Même sur un tour, c'est-à-dire qu'un dixième dans un virage, c'est beaucoup. Mais la vraie différence, Norris l'a fait dans le deuxième et le troisième secteur. 28,4 contre 28,7 pour Leclerc. Là où Ferrari a du mal, c'est dans le deuxième secteur, c'est le secteur où elle a un peu plus de difficultés par rapport aux adversaires. 28,7 aussi pour Hamilton contre 28,6 pour Piastri qui n'est même pas parmi les meilleurs et 28,6 pour Verstappen qui est même plus rapide que Piastri dans le deuxième secteur et Norris 28,4. Donc je vous fais comprendre la différence de 2 ou 3 dixièmes qu'il met à tous ses adversaires et 19,2 dans le dernier secteur, le secteur le plus court. Mais même là, il parvient à faire la différence par rapport aux autres et aussi par rapport à ses coéquipiers.
Ferrari a aussi un peu plus de mal là-bas. Disons que Ferrari a surtout des difficultés dans le deuxième et le troisième secteur, dans les virages où il faut donner une double impulsion. Donc maintenant, nous allons aussi regarder dans l'onboard, où Ferrari a du mal quand il y a ces virages, où il faut donner une double impulsion au volant. Là, il y a un léger sous-virage à l'entrée qui se transforme en survirage à la sortie. Voyons maintenant le tour on-board de Norris, car cela nous permet de bien comprendre où McLaren fait la différence et nous allons aussi le comparer à Ferrari. Alors, continuons virage 1, regardons ici. Norris donne une seule impulsion à l'entrée, ok, mais la partie sur laquelle je veux m'attarder un peu plus, c'est la sortie. En effet, hein, à la sortie, on voit que Norris fait ses légères corrections, mais il a déjà dépassé le point de corde. Et ce sont de légères corrections vers la sortie du virage pour essayer de rester sur la piste et ne pas, disons, toucher trop le vibreur jaune extérieur. Celui que vous voyez ici, il l'utilise un peu comme une rampe, disons, pour ensuite s'engager sur cette ligne droite. Donc il l'utilise à son avantage et il parvient à aller à la limite, mais sans la dépasser. On continue vers le virage 3, regardez ici le passage. Vous voyez, ici aussi il parvient à redresser rapidement sa voiture et à être tout de suite droit. Vous voyez, le volant ici est déjà droit, prêt à accélérer et à sortir, à avoir beaucoup de traction en sortie pour cette autre ligne droite. Donc la McLaren a aussi cet avantage que, par rapport aux autres équipes, elle parvient à redresser plus facilement la voiture, parce qu'elle a un train arrière qui suit mieux l'avant par rapport à tous les adversaires. Mais la vraie différence se voit dans le virage 4, regardez ici. On arrive à l'entrée. Disons que toutes les équipes se sont assez similaires, elles essaient d'aller très près du point de corde, mais la vraie différence se fait à partir d'ici, surtout par rapport à Ferrari. On continue, j'enlève le son un instant, regardez ici. Norris doit simplement ouvrir le volant pour aller vers le vibreur extérieur. Ici, il fait une légère correction en reprenant encore le volant. Mais nous avons largement dépassé le point de corde et cela sert à rester à l'intérieur des limites de piste. Mais cette chose-là, ce mouvement, je vais vous le remontrer. Vous voyez à quel point c'est linéaire. C'est un tour de qualification très serré pour Norris, mais c'est ici que Norris fait la différence sur Leclerc et donc aussi sur la Ferrari. Parce que dans ce cas, la Ferrari fait une double correction avant ce vibreur et doit donc utiliser beaucoup plus d'angle de braquage. Et c'est pour cela que la Ferrari sort un peu plus lentement en sortie de virage par rapport à Norris. Avançons dans les virages rapides. Ici, la McLaren est son point fort, surtout avec des températures élevées. Elle ne glisse pas et arrive au troisième secteur qui a encore les pneus, disons, à température et qui a de l'adhérence. Donc vous voyez ici comment Norris parvient à exploiter le vibreur, il n'a pas de correction. Continuons dans ce virage ici qui est très beau, où l'on ne prend pas le vibreur intérieur pour ne pas déstabiliser la voiture. Mais regardez ici la linéarité de la voiture est incroyable. À quel point cette voiture se montre stable. Ça me rappelle un peu la Mercedes des années d'or, même si ce n'était pas une Mercedes avec des canaux, des Venturi et donc une voiture à effet de sol. Mais la stabilité qu'a cette McLaren rappelle un peu la Mercedes de 2020, 2019, 2018. Une Mercedes qui avait beaucoup d'appui, qui arrivait à très bien gérer les pneus et qui pouvait tenir des trajectoires incroyables avec des vitesses de passage très élevées. Regardons aussi ici le dernier secteur où Norris fait sa magie. Vous voyez, on dirait un jeu vidéo. Il va même jusqu'à la limite du vibreur extérieur. Et il parvient à faire quelque chose d'incroyable. Il parvient à faire quelque chose d'incroyable parce qu'il ne fait aucune correction, fondamentalement. Ce n'est pas qu'il doit en faire trop. Aller, disons, au-delà des limites de la voiture, mais non, il doit simplement essayer de conduire la voiture à l'intérieur de la trajectoire idéale et la voiture le suit. Donc, grand Norris, nous ne devons pas non plus minimiser son talent. D'avoir réalisé cette pole, mais c'est sûrement une voiture qui l'a beaucoup aidé à conquérir cette pole position. Je vais aussi vous montrer la différence entre l'aileron avant de Hamilton et celui de Leclerc. Il y en avait un avec une charge légèrement plus élevée, l'autre avec une charge moyenne. Ils ont ensuite choisi celle de Leclerc à partir des essais libres 3, comme je vous l'ai déjà dit auparavant. Et maintenant, allons voir aussi la différence un instant. Regardons aussi ici. Alors attendez un instant, je veux vous montrer. D'abord, allons voir aussi la télémétrie du tour embarqué. Mais d'abord, je veux vous montrer ici. L'entrave de Leclerc. La voilà.
C'est cette entrave qui a été signalée. Si je ne me trompe pas, en Q2 avec Norris devant et Leclerc qui arrivait. Regardons ici, vous voyez ici que Norris est sur la trajectoire. Leclerc arrive vers le virage 5, ça devrait être ça. Et vous voyez que Leclerc passe. Maintenant, je vais vous montrer à vitesse normale. Vous voyez que Norris est là, à l'intérieur, Leclerc passe. Alors, beaucoup ont dit que c'est un blocage, hein, d'autres ont dit que ce n'est pas un blocage. Ils ont remarqué, disons, cet événement. Mais ensuite, la Fédération internationale de l'automobile et les commissaires ont déterminé qu'il n'y avait rien à faire à ce sujet. Il n'y avait pas de pénalité à donner, donc ils ont laissé passer. Disons, pas d'enquête supplémentaire. Selon moi, même dans ce cas, Norris n'a pas gêné Leclerc. Un peu, oui, parce qu'il est quand même à l'intérieur, mais pas tant que ça. Donc c'est une situation un peu limite. Je vais vous remontrer où est Norris. Voilà, regardez ici, il est vraiment très proche. C'est vrai que ce n'est pas la position idéale où la McLaren devait être à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire dans ce cas? Il ne pouvait pas non plus disparaître, donc plutôt que d'aller à l'extérieur, il s'est mis à l'intérieur. C'est très discutable, mais dans ce cas, ils n'ont pas donné de pénalité. Cela dit, allons voir aussi les qualifications. Je veux vous montrer la différence entre Norris, Leclerc et allons voir aussi Verstappen. Et ensuite, voyons aussi la différence entre Leclerc et Hamilton. Toujours en qualification. Donc voyons un peu la différence dans les différents secteurs. Norris 1,3 et 9, Leclerc 1,4 et 4 Verstappen 1,4 et 8. Donc des tours assez différents avec environ 4 à 5 dixièmes de différence entre chaque tour. Voyons un peu où McLaren gagne du temps, où Ferrari gagne et où Red Bull gagne ou plutôt perd du temps. Alors, continuons. Virage 1, vous voyez ici où Norris fait déjà la différence, surtout par rapport à Red Bull. Il parvient à gagner beaucoup sur Verstappen, un peu moins sur la Ferrari de Leclerc. Parce que la traction de la Ferrari, en tout cas, est bonne et reste bonne. C'est un facteur à prendre en compte. Avançons vers le virage 3. On voit qu'en vitesse d'entrée, la Red Bull est aussi très rapide en vitesse de pointe, puis à l'entrée au freinage. Faisons un zoom. On voit que McLaren peut se permettre de freiner plus tard que Red Bull et aussi que Ferrari. Et on voit qu'à la sortie, au final, ils sortent tous de la même manière, mais ils sortent tous avec plus ou moins la même traction. Mais McLaren est entré dans le virage beaucoup plus vite. Regardez ici Norris, à quelle vitesse il entre, parce qu'il a beaucoup d'adhérence sur les pneus avant, donc il peut freiner plus tard, et les pneus arrière suivent aussi en conséquence. La Red Bull a du mal avec la vitesse en courbe, alors que la Ferrari est alignée avec la McLaren en termes de vitesse de passage. Et puis à la sortie, on voit que Ferrari a un peu plus de mal dans ce cas par rapport à Red Bull et McLaren, mais en courbe, Ferrari est meilleur que Red Bull. C'est un fait objectif. Continuons ici. Vers le virage 4, on voit que Ferrari sort quand même plus fort, elle parvient à avoir une vitesse plus élevée à l'entrée. Et voici le point critique dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que les trajectoires sont très différentes, ainsi que, disons, la gestion de l'accélérateur. Norris freine plus tard et sort aussi un peu plus lentement, mais Ferrari et surtout Red Bull entrent beaucoup plus lentement. Vous voyez, c'est ce dont se plaignait aussi Verstappen. Non, il n'y a pas d'adhérence ni à l'entrée, ni au milieu, ni à la sortie. Il n'y a pas d'adhérence à aucun endroit du virage. Et cela se voit clairement aussi à la télémétrie. Vous voyez que, même si Verstappen freine un peu plus tôt, il laisse la voiture filer un peu plus vite dans le virage, tandis que Leclerc entre un peu plus fort dans la première partie du freinage. Il freine beaucoup la voiture en passage de courbe, puis il accélère. Donc disons que Leclerc distingue davantage les 3 phases du virage par rapport à Verstappen, qui laisse davantage filer sa voiture en passage de courbe, pour ne pas perdre de vitesse en sortie. Passons au virage rapide. Ce passage ici est très intéressant. Voyons comment Ferrari parvient à aller plus vite que Red Bull. Évidemment car elle a plus d'adhérence sur les pneus, il y a un stress latéral plus important, mais elle parvient à mieux le gérer. Merci aussi aux modifications du fond plat, qui ont d'ailleurs été approuvées par les 2 pilotes, et cela se voit clairement dans les résultats, dans la télémétrie de piste. Et on voit comment McLaren, cependant, fait la différence par rapport à tous les autres. Elle est vraiment, vraiment rapide. Dans ce cas, McLaren met tout le monde d'accord. Et on voit aussi l'utilisation de l'accélérateur, comment Leclerc peut utiliser plus d'accélérateur que Verstappen et même Norris en trajectoire. L'utilisation de l'accélérateur est très différente entre tous les pilotes. En général, même Leclerc fait une utilisation de l'accélérateur différente par rapport aux autres. Les derniers virages. Ici aussi, Red Bull a beaucoup de mal dans le 3e secteur et Ferrari est légèrement meilleur que Red Bull. Mais McLaren est à un autre niveau. Et cela se voit clairement dans les vitesses de passage et surtout à l'entrée. Ils arrivent vraiment à forcer l'entrée.
on voit que Norris fait la différence au freinage par rapport à tous les autres. Il parvient à lancer la voiture plus rapidement. Et la voiture suit. Donc, cette chose-là, les autres n'arrivent pas à la faire à la même vitesse. Et on voit donc aussi dans le Delta Time combien les adversaires perdent par rapport à McLaren. Mais le virage où ils perdent le plus, c'est le virage 4. Vous voyez que l'écart augmente. Augmente surtout dans le virage 4, qui est ce virage, avec le double mouvement de volant. Comme nous le disions tout à l'heure, donc cette différence entre les trois pilotes. Regardons aussi Hamilton et Leclerc, comme ça on voit aussi la différence entre eux deux. Et puis nous faisons aussi quelques considérations sur le rythme de course. Comme ça on voit un peu qui pourrait être le plus favori et on regarde aussi les conditions. Alors, Hamilton et Leclerc, allons faire la comparaison en qualification et voyons un peu la différence entre les deux. D'autant plus que c'est une qualification où les deux étaient presque à égalité, ils étaient très très proches. En termes de temps, en effet, on voit Leclerc 1,44, Hamilton 1,45, mais il y a un dixième de différence entre les deux. Où est-ce que Hamilton prend principalement ce dixième? Hamilton est très rapide dans le deuxième secteur. Dans le premier secteur, ils sont équivalents. C'est aussi un secteur très court, donc c'est normal, c'est le deuxième secteur. Hamilton est s'étauger même en dessous, il arrive même à 2 dixièmes en dessous d'Hamilton, si on veut, vers le virage 6-7. Et puis après, il perd tout dans la partie finale, donc plutôt dans le troisième secteur. Hamilton perd en allant très lentement dans les virages rapides. Il y a même une différence de 10 km par heure ici, 5 km par heure de différence. Et là, on arrive à 10 km par heure de différence. Donc c'est vraiment une question de pneus, parce que Leclerc ne pousse pas autant dans le premier et le deuxième secteur. Il gère la température des pneus, tandis qu'Hamilton pousse un peu plus. Et à la fin du tour, on voit que Leclerc a un pneu à bonne température et moins chaud par rapport à Hamilton, qui a un pneu arrière en surchauffe et donc il va le perdre. Quand tu perds l'arrière en trajectoire, naturellement tu pousses moins. Sinon tu risques de partir en tête à queue et donc c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que Leclerc qui ne gagne rien dans le troisième secteur. C'est l'analyse des qualifications pour la course de demain. Je m'attends à une Ferrari qui peut se battre pour le podium. Objectivement, je vous remets le classement. Leclerc est deuxième. Viser la victoire est vraiment difficile, mais garder Piastri derrière sera aussi très difficile. Pour Leclerc, l'objectif est de finir troisième, et pour Hamilton, l'objectif est de rester quatrième. Donc, en somme, c'est une troisième ou quatrième place pour Ferrari. Est-ce faisable? Demain, si on arrivait même à ramener une deuxième place à la maison, ce serait un miracle. Une deuxième place contre Piastri. Donc je vous donne mon pronostic pour la course de demain. Norris, Piastri, Leclerc et puis Hamilton quatrième. Selon moi cependant, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, Verstappen pourrait aussi finir cinquième. Avec le rythme de course qu'il a montré. Mais on verra parce que Mercedes me semble un peu plus en difficulté sur le rythme de course par rapport au week-end précédent qu'on a vu. Dites-moi aussi votre pronostic dans les commentaires. Je vous laisse d'autres vidéos liées. Donnez-moi votre avis. Aussi sur la performance de Ferrari. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est la troisième première ligne de la saison pour Leclerc, la deuxième obtenue en piste et le premier quatrième place de Hamilton obtenu avec la Ferrari. Donc, c'est vraiment impressionnant, cette qualification pour Ferrari. Donnez-moi votre avis, tout ce que nous avons analysé aujourd'hui. Et je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo ici sur la chaîne. Ici d'ailleurs, c'est tout, on se retrouve à la prochaine.